جديدة نتيجة D'accord. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? بالك Ok. Allez. Bien que nous allons voir la question de l'amiante. L'amiante, cette matière tant décriée dans le monde, on connaît parfaitement les pathologies induites par l'amiante. Il s'agit d'abord de pathologies pleurales bénignes, c'est l'épanchement pleural, c'est les plaques pleurales et c'est enfin l'épaississement pleural diffus. L'amiante engendre aussi une fibrose pulmonaire et une pneumoconiose appelée asbestose. Enfin, l'amiante est cancérogène. L'amiante engendre le cancer bronchopulmonaire et le mésothéliome pleural. C'est donc tout cela que nous allons décrire à travers ce cours. Mais avant, nous allons d'abord présenter l'amiante. C'est une matière minérale à structure fibreuse. Donc on va la trouver dans le sous-sol. Il y a des mines d'amiante. Celles-ci ne diffèrent en rien des autres mines, des mines de charbon, de minerai de fer ou de plomb et de zinc. On utilise les explosifs, les marteaux-piqueurs et tous les engins qu'on peut rencontrer dans les mines. On extrait de cette mine l'amiante sous forme de roche. C'est ce que vous voyez donc en haut de cette image. Cette roche-là, ces morceaux de roche sont transportés ensuite à l'usine où elles sont traitées. Traitées, c'est concassées, traitées pour extraire les fibres d'amiante. Après traitement, voilà ce que l'on obtient, c'est ça l'amiante. Là, vous avez deux variétés d'amiante, c'est pour ça que la couleur n'est pas la même. Au microscope, on peut observer la structure fibrillaire de l'amiante. C'est cette structure fibrillaire qui est à l'origine de tous les problèmes. Car les fibres d'amiante peuvent se détacher, être inhalées, aller se fixer au niveau du poumon et comme ça commence le processus. Il y a diverses variétés d'amiante. Dans les amiantes commercialisées, vous avez deux grandes familles, les serpentines et les amiantes.
problème technique. Alors, je disais que l'amiante existait sous diverses variétés. Il y a les variétés serpentines et amphiboles. Dans la serpentine, la variété chrysotile est la plus utilisée. Dans les amphiboles, vous avez la crocidolite, la mosite, la trémolite, l'actinolite et l'anthophilite. L'amiante a des propriétés technologiques uniques et qui expliquent son succès industriel. C'est une matière ininflammable qui résiste aux hautes températures, qui est élastique, qui est douée d'une grande résistance à la traction, une excellente performance à la friction. C'est en plus un matériau qui peut être tissé, qui résiste aux acides et aux bases, donc aux produits chimiques, qui résiste aussi aux micro-organismes. Autrement dit, une des propriétés technologiques uniques. En Algérie, l'utilisation de l'amiante est interdite depuis 2009. C'est une décision courageuse, mais tant utile au plan sanitaire. Les travaux exposants donc en Algérie, ces usines-là maintenant ont été reconverties, c'est la production de fibrociment. C'est une cimenterie et le ciment ensuite est mélangé avec de l'amiante. S'il vous plaît, docteur, on n'arrive pas à suivre, il n'y a pas de diapo. Deux grands complexes en Algérie, un à l'ouest et un à l'est, qui depuis ont été recyclés, qui deviennent une cimenterie ordinaire, donc ils n'utilisent plus de l'amiante. Voilà ce que l'on fait avec le fibrociment. Des plaques ondulées, des tuiles pour des toitures, on en fait des réservoirs, des citernes, des gouttières, des conduites. Tout cela, on peut le voir, le constater tous les jours dans notre environnement. Il faudra du temps pour que tout cela disparaisse. On utilise l'amiante aussi pour produire des disques d'embrayage et des plaquettes de frein. C'est ce que vous voyez dans les images, là, des variétés différentes, donc de plaquettes. Vous avez des ferrots d'eau pour les roues arrière. Et l'image, donc ici, celle-là, c'est un disque d'embrayage. En Algérie, donc, on a arrêté l'utilisation de l'amiante et donc tous les disques d'embrayage, comme les plaquettes de frein, sont utilisés avec un autre matériau. On peut s'exposer à partir de la manipulation de matériaux à base d'amiante. En général, ils sont utilisés pour l'isolation thermique. Ça, on ne pouvait s'en débarrasser. On l'utilise dans les fours industriels, donc là où il y a des hautes températures, pour isoler. On l'utilise dans la sidérurgie, dans l'industrie du verre. On l'utilise aussi pour le calorifugage. Le calorifugage, c'est cette image-là, le fait de recouvrir une conduite chaude afin d'éviter les déperditions d'une part et les brûlures d'autre part. Donc, on va isoler les conduites avec de l'amiante. On utilise aussi l'amiante pour faire des vêtements anti-feu. Cet usage est de moins en moins fait. Par contre, il y a des activités donc, qui sont en plein développement, c'est le désamiantage. Il faut savoir que l'amiante a été utilisée dans le bâtiment, notamment, énormément, pour isoler justement. On isole les dalles, on isole le plafond, on en fait des tuiles, on a fait des faux plafonds.
Aujourd'hui, il s'agit d'enlever toute la quantité d'amiante qui a été enlevée, qui a été installée. C'est ce qu'on appelle donc le désamiantage. Ces opérations-là se multiplient dans le monde et ça se fait aussi en Algérie. Voyons donc, nous avons fait donc le tour des rameaux exposant donc à l'amiante. Il y en a ceux qui ont disparu totalement depuis 10 ans, et il y en a d'autres qui continuent donc, et progressivement, on va totalement se débarrasser de l'amiante, mais cela, c'est encore dans quelques années. Voyons les pathologies donc de l'amiante. Professeur, il n'y a pas de Voyons diagnostic. d'abord la pleurésie asbestosique bénigne. Habituellement, cette pleurésie asbestosique est peu abondante, elle peut être unie ou bilatérale. Le liquide est un exsudant lymphocytaire ou granulocytaire qui est fréquemment riche en éosinophiles. Le caractère bénin de la pleurésie est attesté par la biopsie pleurale, qui va montrer des signes d'inflammation non spécifiques et qui va donc faire le diagnostic différentiel avec les pleurésies tuberculeuses ou tout simplement un processus néoplasique. Cette pleurésie asbestosique évolue spontanément vers la résolution en 3 mois en moyenne. Donc en 3 mois, en moyenne, la pleurésie va s'assécher. Mais attention, il y a aussi des récidives. Ce qui est important à connaître concernant donc l'évolution de la pleurésie asbestosique bénigne, c'est qu'elle évolue fréquemment vers une fibrose pleurale diffuse. Fibrose pleurale diffuse, c'est-à-dire un épaississement pleural diffus qui lui peut avoir un impact fonctionnel sur le poumon. Il est recommandé une surveillance d'au moins 2 à 3 ans pour être assuré du caractère bénin de l'affection. Deuxième pathologie, plaque pleurale. En réalité, les plaques pleurales ne constituent pas une pathologie parce que les plaques pleurales sont toujours asymptomatiques. Il s'agit de plages fibrohyalines qu'on trouve au niveau de la plèvre pariétale. Dans le schéma que vous voyez ici, c'est simplement pour visualiser les 2 feuillets de la plèvre. Il y a un feuillet externe en face de la paroi qu'on appelle la plèvre pariétale et un feuillet interne qui est en face du poumon, qui recouvre le poumon et qui est la plèvre viscérale. Cette distinction est importante à faire parce que les plaques pleurales siègent au niveau de la plèvre pariétale. Nous verrons que l'épaississement pleural, lui, au contraire, siège au niveau de la plèvre viscérale. Ainsi donc, les plaques pleurales apparaissent après une longue période de latence. C'est une exposition d'une vingtaine d'années en moyenne qui permet donc l'apparition des plaques pleurales. Mais elles constituent la manifestation la plus fréquente de l'exposition à l'amiante. Chez 50% des sujets qui sont exposés, on retrouve des plaques d'amiante. Presque toujours asymptomatiques, les plaques pleurales constituent une découverte fortuite à l'occasion d'un téléthorax standard. On va s'en rendre compte à la radiologie. Où est-ce qu'on peut visualiser donc les plaques pleurales dans un cliché? Il peut y en avoir plusieurs,
mais peuvent être donc bilatérales. Le siège, en général, est la paroi thoracique, la position antérolatérale ou bien postérolatérale entre les 6e et 10e côtes, mais aussi au niveau de la plèvre diaphragmatique. Donc, paroi thoracique antérolatérale ou postérolatérale entre 6e et 10e côte et la plèvre diaphragmatique. La TDM permet donc de mieux visualiser donc les plaques pleurales. On montrait donc une densité tissulaire surélevée, des limites beaucoup plus nettes et aussi des plaques entièrement ou partiellement calcifiées. Voici donc des images de plaques pleurales. Ici, vous en avez donc ici, c'est en postéro-latérale. Là, vous avez une plaque diaphragmatique. Voici encore des images de plaques. Ici, plaque diaphragmatique calcifiée des deux côtés. Et là, vous avez une plaque pleurale des deux côtés. L'épaississement pleural diffus. C'est une fibrose de la plèvre viscérale. Donc, qui se distingue de la plaque pleurale, qui est plus circonscrite et qui siège au niveau de la plèvre pariétale. L'épaississement pleural siège au niveau de la plèvre viscérale. En général, l'épaississement pleural diffus est une séquelle d'une pleurésie asbestosique bénigne. En quoi l'épaississement pleural diffus est-il important? C'est que cette fibrose de la plèvre viscérale peut avoir un retentissement sur le parenchyme pulmonaire par la constitution d'une atélectasie ronde par enroulement et aussi par attraction des vaisseaux et des branches qui sont à côté de l'atélectasie. On peut aussi voir des bandes parenchymateuses qui partent de l'épaississement pleural et qui vont vers le poumon, à l'intérieur du parenchyme pulmonaire. Ce sont des bandes de fibrose longues de 2 à 5 cm et larges de quelques millimètres qui partent de la plèvre, plus exactement de l'épaississement pleural diffus et qui vont barrer le parenchyme pulmonaire. Alors, on peut visualiser donc l'épaississement pleural à partir de la radio. Au téléthorax, bien sûr, on peut voir, mais sans beaucoup de précision. On peut observer donc l'épaississement pleural large, assez étendu, à bord irrégulier et plus ou moins calcifié. Mais surtout, on va constater un comblement du cul-de-sac costodiaphragmatique homolatéral. Quand il s'agit d'épaississement pleural, c'est la TDM. C'est à partir de la TDM que l'on peut visualiser l'impact sur le parenchyme de l'épaississement pleural. À la TDM, évidemment, la première chose qui va être visible, c'est la fibrose de la plèvre viscérale. L'épaississement est bien visible. Deuxièmement, on peut voir aussi s'il y a une atélectasie par enroulement. Celle-ci va apparaître comme une masse arrondie ou ovalaire de quelques centimètres de diamètre qui est située à la périphérie du poumon, mais juste en face de l'épaississement pleural. On peut visualiser aussi les bandes parenchymateuses hyperdenses. À VDM, ça donne une image qu'on appelle l'aspect en pied de corneille, une image en pied de corneille. Et enfin, on peut visualiser donc l'attraction des vaisseaux et des branches à côté de la télectasie
et cela donne une image qu'on appelle l'aspect, qui a un aspect en queue de comète. Nous allons illustrer cela par des images de TDM. Voici donc image donc de l'épaississement pleural diffus. Là donc la coupe, peu importe le niveau de la coupe. Ce qu'il faut, c'est comparer entre les deux côtés. L'épaississement pleural diffus se trouve ici à gauche. Donc regardez la partie droite, elle est normale. La différence, elle est là. Vous avez un énorme épaississement pleural diffus. Voici l'image donc qui montre un aspect en pied de corneille. Là aussi, donc toujours comparé de deux côtés. Ce côté-là, vous avez de l'autre côté un épaississement pleural qui est visible et plus important que celui de l'autre côté. À partir de l'épaississement pleural, vous avez ici deux bandes parenchymateuses qui partent de l'épaississement pleural et qui s'accrochent au parenchyme. C'est l'aspect en pied de corneille, image qui rappelle donc un oiseau. La corneille est un oiseau, une sorte de petit corbeau, et qui a des pattes caractéristiques que vous voyez là. C'est cette image-là donc qui montre donc cet aspect en pied de corneille et qui visualise donc cette fibrose parenchymateuse, les bandes de fibrose parenchymateuse qui partent de l'épaississement pleural. Dans ce cliché de TDM, nous allons voir d'abord l'épaississement pleural. Il est là. Plus important que celui de droite. Voici l'épaississement pleural. En face de l'épaississement pleural, vous avez cette opacité arrondie. C'est l'atelectasie par enroulement. Enfin, vous avez ces arcs-là qui correspondent aux branches et vaisseaux qui ont été attirés par l'épaississement pleural. Parce qu'il faut vous imaginer que l'épaississement pleural va accrocher donc le parenchyme et l'attirer. Cette force va entraîner une atelectasie, qui est un affaissement alvéolaire, dans un mouvement d'enroulement. Et aussi, à côté donc de l'atelectasie, vous avez les vaisseaux et les branches qui sont aussi attirés. Voici donc l'image en queue de comète. Une queue de comète se rappelle un peu comète. Si on veut dessiner une comète, c'est un arc comme celui-ci, avec une étoile donc au bout. Voyons maintenant l'asbestose. L'asbestose, c'est une pneumoconiose. Pneumoconiose qui est provoquée par l'inhalation prolongée de fibres d'amiante. Il faut évidemment des années d'exposition, 10 à 20 ans d'exposition pour observer une asbestose. Cette asbestose a une particularité, c'est que c'est une fibrose pulmonaire interstitielle et linéaire. Ça s'oppose aux pneumocomoses arrondies comme la silicose ou la sidérose. Donc, fibrose pulmonaire interstitielle linéaire. C'est une maladie cliniquement et radiologiquement proche de la fibrose pulmonaire idiopathique. La symptomatologie est celle de toutes les pneumoconioses, c'est-à-dire un tableau clinique qui est pauvre, du moins au début,
c'est une dyspnée, simplement, parfois associée à de la toux et parfois associée à des douleurs thoraciques. Ce n'est qu'un stade avancé qu'on va observer un hypocratisme digital et une cyanose des extrémités. Les signes radiologiques de l'asbestose sont tardifs et d'interprétation difficile. Il s'agit d'une fibrose linéaire par opposition à la fibrose nodulaire de la silicose. Vous avez vu, on a un aspect assez caractéristique qui est appelé aspect en toile d'araignée. Puis, cette fibrose va s'étendre. Elle va devenir plus dense, bilatérale et grossièrement symétrique. Alors, si l'on constate sur un cliché la présence de plaques pleurales, alors on aura la confirmation de la relation entre l'exposition à l'amiante et les anomalies parenchymateuses. Voici un cliché donc d'asbestose, mais ce cliché représente un stade avancé de la maladie. On peut bien visualiser aussi la fibrose linéaire à partir d'un examen TDM. Pour le diagnostic d'asbestose, on a souvent recours au lavage broncho-alvéolaire. Pourquoi le lavage broncho-alvéolaire? Parce que nous pouvons visualiser dans le liquide de lavage des fibres d'amiante et des corps, ce qu'on appelle corps asbestosiques ou corps ferrugineux, qui étaient appelés les curious bodies. C'est parce que ça, au microscope, nous avons l'aspect d'un corps étrange. C'est pour ça qu'on appelait donc les curious bodies, strange bodies. Bon, aujourd'hui, l'appellation officielle, c'est corps asbestosique. Là, ici, un exemple de corps asbestosique. Dans cette image-là, vous voyez donc cet objet, ce corps étranger, qui a été extrait donc du poumon à partir du lavage broncho-alvéolaire. On peut imaginer donc dans ce corps asbestosique, c'est simplement une fibre d'amiante. Et comme la fibre d'amiante est un corps étranger, alors c'est un corps étranger, donc les macrophages vont s'en occuper donc pour isoler, et c'est pour ça qu'on trouve ici un manchon ici protéino-ferrique qui tente d'isoler donc ce corps étranger. Ici, le travail est bien avancé puisque pratiquement toute la fibre est recouverte. Vous avez ici aussi l'image d'un corps asbestosique. Et ici, là, le travail est moins bien fini puisque vous avez donc ce manchon protéino-ferrique uniquement dans les extrémités. Les corps asbestosiques est donc un élément important puisque leur présence constitue un marqueur pertinent d'une exposition passée à l'amiante. Le problème, c'est que les corps asbestosiques, on ne peut les voir que chez 50% des sujets fortement exposés. Donc, ce n'est pas tous les individus qui ont été exposés qui présentent des corps asbestosiques. Mais si on en trouve, c'est une information capitale.
ça signifie que celui a été exposé longuement à l'amiante. Les épreuves fonctionnelles respiratoires peuvent être demandées dans le cadre des explorations de l'asbestose. Vous demanderez une spirométrie qui va montrer un trouble restrictif, c'est-à-dire une amputation de la capacité vitale. Les épreuves fonctionnelles respiratoires peuvent montrer aussi une réduction de la capacité de transfert alvéolo-capillaire. La barrière alvéolo-capillaire, c'est celle-là qui va être affectée par la fibrose et donc il va y avoir donc impact sur la capacité de transfert de cette barrière. En conséquence, donc, on va observer une réduction de l'oxygénation donc du sang artériel. Donc, on peut observer donc une hypoxie. L'américaine Thoracic Society en 2003 a proposé donc des critères diagnostiques pour l'asbestose et les autres maladies bénignes liées à l'amiante. Ce sont 3 critères. 1. L'existence de lésions structurelles compatibles. 2. Une preuve d'une exposition à l'amiante. Et 3. L'exclusion d'autres causes plausibles pour la maladie constatée. Pathologie tumorale. Donc, l'amiante peut engendrer le cancer bronchopulmonaire. Le rôle de l'amiante dans la survenue de cancer bronchopulmonaire est connu depuis 1950. C'est un épidémiologiste britannique, Dole, qui a mis en évidence cette association. Dole et Hill, qui sont notre collègue, a aussi démontré le rôle du tabagisme dans le cancer du poumon chez les médecins britanniques. Il y a donc une forte association donc, entre l'exposition à l'amiante et la survenue de cancer bronchopulmonaire. Le risque de cancer bronchopulmonaire croît de façon linéaire avec l'exposition cumulée à l'amiante, c'est-à-dire plus on cumule les années d'exposition, plus fort sera encore le risque. Mais le tabac aussi est cancérogène pour le poumon. Donc, l'interaction amiante-tabac a été étudiée. Lorsqu'on est fumeur et lorsqu'on est exposé à l'amiante, le risque approximativement est multiplié. C'est le risque lié à l'amiante multiplié par le risque lié au tabac. Cette relation a été mise en évidence il y a quelques années par une équipe donc, de pneumologues, Amon Selikov et Sedman, qui ont pu démontrer que lorsqu'on est fumeur et non exposé à l'amiante, le OR, odds ratio, mesure l'association, la force d'association entre les deux, entre la maladie et le facteur. Le OR est égal à 10,85. Lorsqu'on est exposé à l'amiante et exposé au tabac, lorsqu'on est exposé à l'amiante et non exposé, non fumeur, le risque, le OR est égal à 5,7. Et lorsqu'on est exposé au tabac, lorsqu'on est exposé à l'amiante, le risque est égal à 53,24. Autrement dit, c'est multiplier le risque lié au tabac par le risque lié à l'amiante. Le mésothéliome, enfin, c'est une tumeur qui affecte donc le tissu mésothélial qu'on va trouver au niveau de la plèvre, au niveau du péritoine, et aussi dans d'autres tissus comme le péricarde et la vaginale testiculaire. Le mésothéliome, cette tumeur donc maligne, elle affecte surtout la plèvre, un peu moins le péritoine, rarement péricarde et la vaginale testiculaire.
L'association amiante-mésothélium est connue depuis 1960. C'est un épidémiologiste sud-africain, Wagner, qui met en évidence chez les mineurs sud-africains une forte association entre l'exposition à la variété d'amiante qui est produite en Afrique du Sud, la crocidolite et le mésothélium. La fréquence du mésothélium dans la population générale non exposée donc est très très faible. C'est 1 à 2 cas par million d'habitants et par an. Par contre, l'exposition à l'amiante est retrouvée chez 60 à 80% des patients atteints de mésothélium. On sait aujourd'hui que le risque augmente avec la dose. Plus on cumule donc l'exposition, plus grande est l'exposition, plus grand est le risque de développer un mésothélium. Le type d'amiante a été aussi incriminé. On suppose que le risque avec les fibres d'amphibole sont plus importants que le risque avec le crocidolite, avec le chrysotile. Le rôle du tabagisme est nul. Le mésothélium est une tumeur donc de pronostic sombre. La survie médiane est de 7 à 15 mois. D'ailleurs, au bout de 7 à 15 mois, vous avez 50% des individus qui décèdent. Et le taux de survie à 5 ans est inférieur à 5%. C'est-à-dire, à 5 ans, il y a 5% des individus qui restent vivants. Autrement dit, donc, le pronostic est très très mauvais. Alors, le mésothélium, voilà, le diagnostic va être posé, évidemment, avec à la radiologie, mais aussi avec la biopsie pleurale. Cette biopsie pleurale doit être faite à partir de la thoracoscopie. Et il est question de faire plusieurs prélèvements pour être sûr du diagnostic. Voici quelques images pour terminer. Là, vous voyez donc un téléthorax. Vous avez ici la même personne donc avec à la TDM. Alors, vous avez donc le poumon gauche. Là, vous avez un épanchement pleural. Oui. Et là, vous avez à la TDM visualisé donc la tumeur. La tumeur, elle est là. Voici encore un autre cliché là qui montre ici donc un épanchement pleural qui passe pratiquement tout le poumon droit. Et la tumeur, elle est visible en bas, donc l'image TDM. Regardez cette tumeur qui a pratiquement